Bonsoir et bienvenue dans 7-8 l'hebdo, le retour sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Voici les titres de ce vendredi 9 octobre. Le monde de la nuit subit de plein fouet la crise sanitaire. Les boîtes de nuit en particulier, fermées depuis le 15 mars, leur avenir est incertain. Pareil pour les professions qui gravitent dans ce secteur comme les DJ, témoignages dans les Yvelines. Pour notre entretien hebdomadaire, nous recevrons Pierre-François Viard, le maire de la commune de Louvciennes, où 2 discothèques sont justement situées. On parlera également de l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la ville. Enfin, des inquiétudes chez les restaurateurs, le gymnase du Moulin à Vent de Coignères, rouvert, ou encore le lancement du mois Octobre Rose. Voici ce qui a fait l'actualité cette semaine. Et c'était l'actualité du jour. Cela faisait presque 4 ans qu'elle était retenue au Mali. La dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin, a été libérée jeudi 8 octobre et est de retour en France. Elle a atterri à la base aérienne 107 de Villacoublay ce vendredi midi où le président Emmanuel Macron et ses proches l'attendaient. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec elle en privé. Cette humanitaire de 75 ans avait été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, au nord du Mali. Elle vivait sur place et dirigeait là-bas une organisation d'aide à l'enfance qu'elle avait fondée en 2004. Avec Sophie Pétronin, 2 otages italiens et l'opposant politique malien Soumaïla Cissé ont également été libérés. Comme je vous le disais en titre, nous allons maintenant parler du monde de la nuit. Les boîtes de nuit ont fermé leurs portes au début de la crise sanitaire en mars dernier en France et ne rouvriront que l'année prochaine au mieux. Dans les Yvelines, ce secteur tente de trouver des solutions pour continuer à exister. Un reportage de Michael Elmidoro et de Nicolas Dandry. Depuis le début de la crise sanitaire, l'humeur n'est pas à la fête dans cette boîte de nuit yvelinoise. Habitué à accueillir près de 1500 personnes les samedis soirs, l'établissement a dû fermer ses portes en mars dernier à cause du Covid-19. Malheureusement fermé jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, ça va être a priori pour le mois d'avril 2021. J'espère peut-être avant. Mais pour l'instant, tout dépend de ce qui va se passer avec le Covid. Donc voilà, on n'en sait pas plus que ça et on est fermé pour l'instant, totalement fermé. Pour continuer à faire la fête à distance, la structure située à Louvciennes a créé des directs de 2 heures sur les réseaux. Ils sont diffusés un samedi sur 2. C'est surtout de garder du lien avec les clients habituels, peut-être de nouveaux clients qui viendront quand on réouvrira. Et puis, c'est garder cette ambiance Pacha. Il faut aller voir, il faut aller faire un tour et puis vous verrez, il y a vraiment, c'est pas un live comme les autres. C'est vraiment un live complètement à part. C'est le live du Pacha Club. Des performances via les plateformes en ligne, certains DJ indépendants ont également opté pour cette option pour continuer à mixer. C'est le cas de DJ Ruben, l'élan courtois de 29 ans à l'arrêt depuis le confinement a participé à un festival en ligne le 30 août dernier, aux côtés de 8 autres artistes. On a vu des choses un peu similaires à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, mais en France, on n'avait pas encore vu de vrais festivals virtuels qui donnaient une alternative aux gens qui pouvaient faire la fête entre guillemets chez eux. Bon, ça reste devant leur télé, mais qui retrouvaient quelque part un petit peu l'énergie musicale de ce qu'ils avaient pu connaître avant le confinement. Les vidéos ont généré plus de 200 000 vues uniques. Pour cette performance, le DJ yvelinois a dû s'adapter à une nouvelle méthode de travail. C'est un petit peu déroutant parce qu'il n'y a pas de public devant toi. Tu es sur une scène de très haut niveau technique. Il y a des festivals et des clubs qui n'ont pas ce niveau technique. Donc il y a beaucoup de light, beaucoup de sons, beaucoup de vidéos. Mais en face de toi, il y a juste des techniciens, un peu de presse, le staff. Quand tu es habitué à jouer sur des scènes comme ça, mais qu'en face de toi, tu es habitué d'avoir 1000, 2000, plusieurs milliers de personnes, c'était un peu déroutant. Je pense qu'on le voit un peu sur les images où j'ai pas beaucoup forcément de présence scénique parce que c'est vrai que tu sais pas trop comment te comporter, quelle posture adopter quand tu es sur une scène comme ça et qu'il n'y a personne en face de toi. DJ Ruben devra attendre encore quelques mois pour mixer à nouveau devant un public. Il pense pouvoir refaire des événements au milieu de l'année prochaine. Nous accueillons Pierre-François Viard. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes le maire de la commune de Louvciennes. Avant de revenir sur le sujet des boîtes de nuit, je crois savoir que votre commune a été fortement touchée, impactée par le Covid au tout début de la crise sanitaire, même avant le confinement, si c'est bien ça. Exactement. Louvciennes a été touchée notamment dans un EHPAD. Nous avons eu 4 cas, 4 décès à Louvciennes dans cet établissement. Ce qui a marqué en fait le début de la crise Covid pour notre commune et puis aussi, je crois, pour certaines structures de notre département. Évidemment. Revenons sur le reportage, du coup, comme je vous le disais, de Nicolas Dandry et Michael Elmidoro sur les difficultés du monde de la nuit et en particulier des boîtes de nuit. 2 établissements de ce genre dans votre commune, l'Escale Club et le Pacha Club qu'on a entendu justement dans le reportage.
Avez-vous rencontré ces dirigeants d'établissement et puis quel est un petit peu leur sentiment en ce moment? Alors j'ai été en communication très récemment avec le propriétaire du Pacha Club qui m'a fait part effectivement, on va dire, de ses difficultés et qui m'a dit que je serais certainement l'une des dernières structures à réouvrir, puisqu'il me disait que quand on vient dans un établissement comme le Pacha, dans une discothèque, c'est pour danser ensemble, que la distanciation sociale est effectivement difficile à maintenir et que les personnes sont là pour effectivement danser ensemble, se toucher, d'où les problèmes effectivement de contamination potentielle. Pour ce qui est de l'Escale, je crois qu'elle a une classification actuellement en bar, qui n'est pas une classification en discothèque, donc ce qui lui permet d'ouvrir en tant que bar. Et il y avait aussi une possibilité d'accueil à l'extérieur, sur une terrasse, ce qui est à mon avis mieux, puisqu'on sait que la contamination par le Covid-19 se fait essentiellement dans des espaces clos. Donc on ne peut que saluer le fait que ce soit à l'extérieur. D'ailleurs, nous, au niveau de la commune, nous avons toujours privilégié les espaces extérieurs pour les manifestations, tout en restant extrêmement prudents. Justement, en prenant évidemment toutes les mesures de sécurité. Bien sûr. Comme de nombreuses autres sociétés, donc, les discothèques peuvent être soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, communément appelée CVAE. Oui. Alors ça dépend de l'intercommunalité, c'est bien ça? C'est ça, c'est une recette qui va vers l'intercommunalité, tout comme la cotisation foncière des entreprises. Alors avec un certain décalage, puisque actuellement l'intercommunalité reçoit les cotisations basées sur 2018, prélevées en 2019 et versées à l'interco en 2020. Mais tout ça dépendra évidemment de la loi de finances 2021 qui sera votée par le Parlement. Et justement, la fermeture du Pacha Club, du coup, en ce qui concerne votre commune, va avoir un impact financier sur cette ça CVAE? aura un impact direct sur l'intercommunalité qui reverse aux communes, par l'intermédiaire d'une attribution de compensation, une partie de ces recettes. Il faut savoir qu'on se prépare à voter en communauté d'agglomération une baisse conséquente de ces attributions de compensation qui serait globalement, je crois, autour de 1,75% si ce chiffre est confirmé. J'imagine pour aider ces établissements dans la crise. Restons dans les finances, justement. La crise sanitaire a aussi eu un effet sur le budget de votre municipalité. Quel a été son impact, justement? Alors, en parlant de chiffres exactement, à fin septembre, on était aux alentours de 470 000 euros sur un budget de fonctionnement de 17 millions d'euros, donc à peu près 3%, ce qui est quand même relativement conséquent, à diviser à peu près en deux parts. D'une part, sur les dépenses liées au Covid, je parle de masques, de gel hydroalcoolique, et puis l'autre partie sur les baisses de recettes attendues, que ce soit sur des structures que possède la ville, de restauration ou autres. On a quand même eu un impact notable de cette crise Covid. Les chiffres que je vous donne sont arrêtés à septembre 2020, donc fin septembre 2020. D'accord. Et ces dépenses, vous ne les aviez pas budgétées, évidemment. Est-ce que pour vous, pour une commune de Louvciennes, c'est important, un budget pareil dans votre... Vous m'avez dit 3%, mais est-ce que ça va avoir un impact sur vos projets à venir? Alors, on a toujours eu à Louvciennes, enfin en tout cas pour ma part, une politique prudentielle. Donc nous avons toujours des petites réserves et on doit dire que la crise Covid nous a permis de constater que le fait de dégager des réserves nous permettait de parer aux événements imprévus. Donc ça, c'était une politique prudentielle que j'ai toujours menée pour la collectivité. Maintenant, ça n'est pas anodin et le Covid, la crise Covid étant amenée on va dire, à durer plus longtemps, puisqu'on parle voire jusqu'en 2021, voire jusqu'en 2023, ça va s'installer dans la durée, donc il faut que nos budgets aussi tiennent compte de ces éléments-là pour les années à venir dans le plan des prospections pluriannuelles. Donc des dépenses, on l'a bien compris, mais aussi des rentrées financières en moins, c'est ce que vous m'avez dit. Exactement. Je pense notamment à la taxe d'habitation qui est tombée cette semaine pour les Français. Est-ce que ça aussi, c'est une rentrée d'argent en moins? Est-ce que ça impacte votre budget? Non, notamment la taxe d'habitation, non, la taxe d'habitation, les taux ont été fixés antérieurement. Vous savez que la taxe d'habitation est compensée par l'État, puisque une grosse partie, enfin une partie non négligeable des foyers ne payent plus cette taxe d'habitation. Donc les taxes d'habitation, taxes foncières, les taux ont déjà été votés.
Pour la taxe d'habitation, les taux sont pratiquement bloqués et compensés par l'État pour une partie. Pour la taxe foncière, les taux ont également été votés. Donc nous sommes restés sur la même fiscalité, les mêmes taux de fiscalité qu'en 2019. Et ça a été compensé par l'État? Vous avez reçu cette compensation par rapport à la taxe d'habitation? Alors oui, nous recevons la compensation, il n'y a pas de problème. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu de mesures qui se traduisent sous forme de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur ces valeurs-là. Puisque je vous dis, c'est pareil, ces taxes d'habitation et taxes foncières sont de l'année antérieure reversées l'année d'après. Donc, le gouvernement a également annoncé une compensation pour le budget Covid, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Effectivement. Et celle-là, vous pensez que vous l'aurez dans combien de temps? Est-ce que vous allez la voir? Est-ce que vous l'avez eue? Je pense que nous l'aurons, et je l'espère en tout cas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à côté du gouvernement, nous avons eu quand même une aide très conséquente de la région Île-de-France, par l'intermédiaire de distribution de masques, dans une période, la période donc, de confinement, qui était la période plus aiguë que nous avons connue, où la région nous a bien aidés, je dois dire, en termes de masques, en termes de fourniture aussi de gants, le département également. Donc, je veux dire, les différents intervenants ont été précieux pour la gestion de cette crise, surtout à une période où nous n'avions pas non plus à disposition, même en les commandant, ces fameux masques qui ont longtemps manqué et que, heureusement, maintenant, nous avons à disposition. Sur un autre sujet, mais évidemment toujours dans la crise sanitaire, votre métier, Pierre-François Viard, c'est vétérinaire. Exact. Vous êtes élu, mais également vétérinaire. Oui. Votre profession a répondu présente dans le cadre de la réserve sanitaire pour cette crise sanitaire. Oui. Pensez-vous que les compétences des vétérinaires pourraient être mieux utilisées pour la crise et pour aider les soignants? Alors, je pense que les vétérinaires, fait effectivement de leur formation scientifique, peuvent être un atout précieux pour aider effectivement les soignants, tout n'ayant pas effectivement les compétences techniques particulières, excusez-moi, à l'espèce humaine, même si j'ai par le passé fait une thèse de pathologie comparée entre l'homme, le chat et l'humain. C'est un petit clin d'œil. Ce qu'on peut dire, c'est que je crois que nous avons quand même les compétences pour aborder cet épisode Covid avec peut-être plus de réalisme et de sérénité que certaines professions qui ne sont pas confrontées à ces problèmes d'épisodes viraux. Dans le cadre de mon exercice professionnel, je suis et j'ai été confronté à des épidémies, et c'est ce côté très aléatoire de la pathologie, de toutes ces pathologies virales qui font que beaucoup de nos contemporains, de nos concitoyens sont très perturbés par des informations qui vont dans un sens, dans l'autre. Il faut avoir ce recul scientifique, on a la chance de l'avoir de par notre formation, pour pouvoir analyser. Et je dois dire que le fait d'être vétérinaire m'a aidé dans la gestion pour ma commune de la crise Covid et dans mon discours vis-à-vis des habitants. Alors après, je pense que les vétérinaires peuvent aussi être utilisés de par leurs compétences pour aider les soignants, et je pense qu'il n'y aura pas de vétérinaire qui ne répondra pas présent à cet appel. Eh bien, merci Pierre-François Viard d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et je rappelle que cette semaine, nous avons consacré un dossier sur les maires des Yvelines. Il est à retrouver sur tv78.com. Dans l'actualité également, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a lancé fin septembre une vaste opération digitale de recrutement pour les jeunes nommée e-Job Dating et prévue du 13 au 15 octobre. L'opération doit encourager et soutenir l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Si cela vous intéresse, vous pouvez directement vous inscrire sur le site internet de Saint-Quentin en Yvelines. Revenons maintenant sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. Depuis 15 jours, les salariés de l'entreprise du secteur aéronautique Permaswage sont en grève. Le directeur général a annoncé un plan social. L'entreprise pourrait être délocalisée avec une suppression de 73 postes d'ici le printemps. Les précisions de Justine Brasier et Grégory Canalé. L'entreprise Permaswage a souffert de la crise sanitaire. La baisse de son activité a été conséquente, près de 40%. Si les salariés s'attendaient à un plan social avec une suppression de 60 postes au départ, aujourd'hui, le projet est tout autre. Il y a un plan social qui était prévu avec des plans de départ volontaires pour une quantité de 73 personnes. Et ensuite, si la délocalisation se fait, il y aura un deuxième plan
avec tout le reste du personnel qui ne veut pas aller dans la Drôme. Donc si on fait un bilan, ça nous fera à peu près 150 personnes. Dans l'incompréhension face à la délocalisation, la mairie des Clés-sous-Bois a rencontré les syndicats et le directeur général de la société. Je lui ai fait part de mon incompréhension, des difficultés qu'il serait amené à rencontrer s'il poursuivait dans cette délocalisation. Néanmoins, toute cette décision finale lui appartient. Je peux comprendre une réduction de charges, donc une réduction d'effectifs. Par contre, absolument pas une délocalisation totale. En grève depuis 15 jours, les salariés sont debout pour montrer leur désaccord face au projet. Ils espèrent encore pouvoir stopper la délocalisation dans la Drôme. On est conscient qu'il y a une situation économique qui fait qu'il faut des licenciements, il faut une partie qui va s'en aller avec des départs volontaires, etc. Mais complètement déplacer le site, nous tous, on croit que c'est faisable. Pour que ça change, c'est eux qui sont dehors là. Il faut qu'on reste dehors, il faut qu'on persiste. Et tant qu'on n'a pas, on ne va pas lâcher, on va lui dire, nous, on est là, on restera là. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions et s'est exprimée via un communiqué. Elle justifie le plan social par une baisse de commandes clients, mais explique avoir initié des discussions avec les représentants syndicaux. D'ici le printemps 2021, 73 postes pourraient être supprimés et l'entreprise est délocalisée dans la Drôme. La question est sur toutes les lèvres des restaurateurs. Allons-nous devoir bientôt fermer? L'inquiétude monte dans les Yvelines. Entre perte de clientèle, perte d'exploitation et morale au plus bas, la crise sanitaire éprouve la profession. Depuis les annonces, on arrive sur une semaine qui est quand même bien plus légère en termes de réservation. Ils sont inquiets. Pendus aux lèvres du gouvernement sur de possibles nouvelles mesures liées à la crise sanitaire, les restaurateurs des Yvelines ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Un tant soit peu rassurés du maintien de l'ouverture de leurs voisins de Paris et de la Petite Couronne, la Grande Couronne n'en reste pas moins aux aguets. C'est le cas à Voisins-le-Bretonneux. Le nouveau protocole ne nous concerne pas pour l'instant directement. Il y a des risques qu'un jour ça descende jusqu'à nous, donc là ce sera un petit peu plus compliqué, il est un petit peu plus contraignant. Ce qui m'inquiète le plus entre nous, c'est qu'on a un métier normalement de convivialité, d'accueil, de chaleur, et qu'aujourd'hui on met beaucoup de distance, et ça c'est un petit peu un crève-cœur pour nous restaurateurs, car c'est un lieu de rassemblement, d'échange normalement. À Jusier, dans le nord des Yvelines, en plus de la crainte de la fermeture, c'est aussi la perte de clientèle qui préoccupe les professionnels de la restauration. On leur impose déjà pas mal de protocoles. Et si en plus il y a encore d'autres protocoles à mettre en place, je pense que les gens finiront par plus sortir du tout, quoi. À l'heure actuelle, le couple ne veut pas perdre espoir et continue d'assurer le service. C'est de garder le contact avec les clients qui nous restent et qui sont courageux à toujours sortir, à vouloir nous soutenir, parce que la plupart qui viennent, ils sont quand même aussi dans une démarche de soutien. Un soutien que le couple de restaurateurs de Jusier aimerait aussi obtenir de la part de leur assureur. Ils ont rejoint le collectif Resto Ensemble pour demander un dédommagement pour la perte d'exploitation durant le confinement, environ 90 000 €, encore un autre sujet d'inquiétude. Octobre Rose, la campagne de communication destinée à sensibiliser au cancer du sein est lancée, et ce jusqu'au 31 octobre. Depuis une dizaine d'années, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers accompagne les femmes dans les Yvelines. Reportage d'Astrid Bergère et de Michael Almidoro. Depuis 2004, le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé. Dans les Yvelines, 40 000 dépistages ont lieu tous les ans grâce à cette antenne du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, un service public qui accompagne les femmes. Dès l'âge de 50 ans, donc les femmes reçoivent notre invitation. Elles prennent rendez-vous dans un centre de radiologie. Donc nous, on adresse avec l'invitation une liste de radiologues agréés au dépistage organisé. Et les femmes vont passer donc tous les 2 ans, si tout se passe bien, une mammographie de dépistage organisé jusqu'à l'âge de 74 ans. Le Centre de coordination des dépistages des cancers est aussi là pour contrôler une deuxième fois les résultats des mammographies. On reçoit les mammographies après que les femmes aient répondu à nos invitations de dépistage organisé et aient passé dans un premier temps leur mammographie dans un centre de radiologie du département ou d'ailleurs. À partir du moment où elles ont été considérées normales par le premier lecteur dans le centre d'imagerie, elles viennent à la structure de gestion pour être relues par un second radiologue avant d'être retournées aux femmes avec la conclusion finale.
La dizaine de personnes qui travaillent dans cette structure accompagnent donc les femmes pendant tout le processus, de la sensibilisation de l'importance du dépistage jusqu'au résultat. Au total, 250 femmes sont dépistées positives au cancer du sein chaque année dans les Yvelines grâce au dépistage généralisé. Rénové et coloré, le gymnase de Coignères s'est refait une beauté. Depuis lundi 5 octobre, le gymnase a pu rouvrir ses portes aux associations sportives et culturelles. Célia Gatsongo s'est rendue sur place. Après 9 mois de rénovation, le gymnase de Coignères a rouvert depuis lundi. Seulement le rez-de-chaussée, l'ouverture de la mezzanine est prévue pour le 14 octobre, après le passage de la commission de sécurité. On avait besoin en effet de la rénovation de cet équipement. Aujourd'hui, les premières associations qui ont visité les lieux sont ravies. Il faut dire, on le serait à moins. C'est vraiment une très très belle rénovation. La quinzaine d'enfants de l'association L'École des Sports a pu fouler en premier le sol refait à neuf. Très heureux depuis le temps qu'on l'attend, effectivement. Il a été très attendu par les utilisateurs et on est très content de pouvoir ouvrir. Et les enfants en priorité, qui s'amusent bien déjà sur le nouveau terrain qui est coloré et très pratique. En plus des associations sportives, les écoles et les collèges pourront également utiliser cet équipement. Au total, le montant des rénovations a atteint 2 056 000 €. Un budget qui a servi à installer un mur d'escalade avec plusieurs niveaux de difficulté, une salle de fitness et un ascenseur pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. On a refait intégralement les vestiaires et les douches, parce que ça nécessitait. On a refait le chauffage intégralement. On a refait tout l'éclairage. Aujourd'hui, grâce à ces travaux qu'on a faits en termes d'économie d'énergie, on va économiser à peu près 20% d'énergie par rapport au gymnase précédent. Donc c'est quand même là un gain substantiel. Les parents venus chercher leurs enfants ce jour-là ont pu constater les travaux finis. Il est bien équipé, toutes les installations, on a des super gymnases, on peut faire du handball, du futsal, on peut vraiment bien profiter. L'inauguration officielle du gymnase est prévue autour du 12 décembre et les Coignériens sont invités à visiter l'équipement. Pour la première fois, le lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines organisait la sélection régionale du concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny. Objectif pour les 8 jeunes apprentis, se qualifier pour la finale nationale. Il est 10h, c'est parti, top départ, vous avez 2 heures. 8 candidats, tous en formation en boulangerie-pâtisserie et âgés de 16 à 18 ans, s'affrontaient ce jeudi au lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines. Ils participaient à la sélection régionale Île-de-France du concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny. Et chacun avait sa petite raison. Pour moi, déjà d'avoir un aperçu d'un premier concours, parce que c'est le premier que je fais. Et puis pour voir mes capacités un peu aussi, voir où je me situe dans la profession. Se mettre face à ses acquis et s'améliorer. C'est juste pour avoir de l'expérience, prendre du plaisir aussi, tester des concours, ça fait toujours une petite sensation et c'est ça qu'on recherche en fait de l'entraînement pour plus progresser. C'est d'améliorer ma technique et d'apprendre plus pour espérer gagner en expérimentation. Créée par l'association des professeurs de boulangerie et la crèmerie d'Isigny, cette 15e édition du concours demandait aux candidats de réaliser 24 croissants. Il doit être régulier, donc ça c'est un des principaux critères, la régularité du croissant. Les qualités gustatives, donc on doit avoir un bon goût de viennoiserie au beurre. Ils doivent également être courbés, donc ça veut dire qu'on replie les extrémités des viennoiseries. L'objectif pour eux, il est de valoriser leur travail, leur savoir-faire, puisque c'est vraiment, on est dans un métier artisanal. Et les 2 apprentis qui ont le mieux valorisé leur métier sont Erwan du lycée hôtelier d'Étiolles et l'Yvelinoise Salomé du lycée de Saint-Quentin en Yvelines. Ils représenteront l'Île-de-France lors de la finale nationale du concours les 17 et 18 novembre prochains en Normandie. Le festival BD de Buc revient pour une 27e édition ce week-end. Cette année, les événements en lien avec le festival ont été réalisés en amont. C'est le cas avec l'ESAT de la Mars à Vin de Trappes en Yvelines qui en a bénéficié. Objectif, toucher tous les publics avec des ateliers BD. Reportage de Justine Brasier. Un atelier bande dessinée pour les résidents de l'ESAT de Trappes en Yvelines, un événement en lien avec le festival BD de Buc, objectif pour la 27e édition, rendre l'art accessible à tous. On va toucher beaucoup de publics, ça peut être des scolaires, ça peut être des publics empêchés, ça peut être en tout cas réunir toutes les forces locales autour d'un projet, autour d'un outil redoutable qui est l'outil de la BD.
À l'ESAT de la Mare-Savin, 5 personnes en situation de handicap ont participé à la première séance jeudi dernier. C'est vraiment une vraie découverte et puis un vrai challenge pour eux et puis un travail de groupe. Voilà, on va dire c'est des moments où ils découvrent d'autres capacités par rapport à leur handicap, par rapport au fait de pouvoir être ensemble. Les ateliers sont animés par la dessinatrice de bande dessinée Céline Olive. Elle intervient dans le cadre du festival pour accompagner les travailleurs handicapés. C'est vraiment très très enrichissant humainement. Et on voit que ça leur plaît. Et puis comme le dessin c'est universel, on communique par ça, tout le monde comprend, donc tout le monde peut le faire aussi. Au total, l'atelier BD est composé de 10 séances. Le but, écrire un scénario et réaliser une planche, un travail complet. On leur demande d'écrire une histoire, de la structurer. Il y en a qui n'ont jamais dessiné, donc ça fait quand même beaucoup d'un coup. Donc en fait, on les accompagne tout au long. Et en fait, pour que ce soit cohérent, enfin qu'il y ait un petit lien entre les deux, on leur demande de raconter leur journée de travail ou alors les bons moments qu'ils ont passés dans l'établissement. Les dessins seront exposés au festival BD de Buc. Il se déroulera les 10 et 11 octobre prochains. C'est déjà la fin de votre 7-8 l'hebdo. On se retrouve vendredi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.